C'est jamais facile comme métier, notamment sur la partie chantier. Donc il y a quelque chose qui me vient en tête où on avait testé une nouvelle entreprise qu'on ne connaissait pas. Et là, il nous a mis dans une position très inconfortable au point qu'on n'est pas allé jusqu'aux avocats, heureusement, mais pas si loin que ça. On n'a pas été entouré du tout de gens qui montent leur boîte ou qui peuvent nous épauler un peu dans le côté administratif ou business. Au fur et à mesure des années, on a quand même appris à faire le distinguo entre vie pro et vie perso. La plupart, quand on leur demande de comment ils nous connaissent, ils répondent via les réseaux, via Instagram, via Pinterest un petit peu aussi. En tant qu'archi, je pense qu'on était présent assez tôt finalement sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui est essentiel évidemment pour notre métier. Avant que l'épisode ne commence, j'ai quelques questions à te poser. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu perds à chercher des mails, des documents perdus par tes clients? Combien de soirées et de week-ends ont été interrompus par des messages urgents? Et combien d'allers-retours tu fais avec tes clients pour dire exactement la même chose? Et finalement, ce temps, c'est du temps que tu n'accordes pas pour le reste. Les devis, les contrats à faire signer, les comptes rendus à envoyer, les 150 allers-retours avec les clients. En plus, c'est toujours urgent avec des clients qui, eux, sont connectés le soir ou le week-end, quand toi, tu profites avec tes proches. C'est vraiment difficile de tout suivre sans s'épuiser. Et c'est pas là qu'est ta valeur ajoutée. Toi, tu es architecte ou architecte d'intérieur. Ton métier, c'est d'innover, de rénover, et c'est totalement possible d'être 100% focalisé dessus. Pour ça, tu as juste besoin de mettre en place un système qui est très simple. Imagine, dès le début de tes projets, tous tes documents organisés et centralisés dans un même espace selon tes besoins et les besoins de ton client. Plus de perte de temps à fouiller dans tes mails et jongler avec 1000 plateformes. Tu as une seule plateforme, tout accessible en un clic, avec même un lien direct vers tes messages pour éviter les interruptions inutiles au quotidien. C'est ce qu'a créé SAS Assistant, un outil pensé par des architectes et architectes d'intérieur qui eux-mêmes rencontraient ce problème. Pensé pour tous les architectes et architectes d'intérieur, que tu aies une grande agence ou une plus petite. Et ils ont même inclus dans l'outil la signature électronique pour plus d'efficacité, un suivi ultra précis des devis et des dépenses pour maîtriser ton budget, et des accès spécifiques pour travailler en équipe et avec tes artisans. C'est vraiment un outil qui est pensé pour les spécificités de notre métier, mais aussi pour notre maître d'ouvrage qui aura accès à son propre compte client. Parce qu'on le sait, un client qui est heureux et satisfait, c'est un client qui reviendra, mais surtout qui parlera de toi. Alors si aujourd'hui tu n'en peux plus de ces tâches administratives, de ces 150 allers-retours, et que tu as envie d'avoir une solution qui est vraiment pensée pour toi, alors clique dans le lien juste en dessous de la vidéo, je t'ai négocié 2 mois d'essai gratuit, et attention, c'est disponible jusqu'au 28 février 2025, alors traîne pas. Et maintenant, je te laisse profiter de ton nouvel épisode. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Un grand plaisir. Ouais, je suis tombée sur vous il y a quelques temps sur les réseaux, quand on y reviendra, mais voilà, vous êtes quand même très connus. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter sur votre parcours? Alors nous, on est Hélène et Julien, on est architectes de formation et on a créé le studio EJU. Donc, comme nos 2 prénoms, Hélène et Julien, parce qu'on aimait bien la sonorité un petit peu japonisante et scandinave, qui décrit assez bien le style qu'on développe dans notre architecture. On fait des rénovations d'appartements, d'hôtels, mais pas que. Et voilà, on développe un style assez minimal et épuré avec des touches de couleur et des contrastes ponctuels. C'est ça. Et on a commencé tout de suite en sortant de l'école en 2014. Et après, on a créé notre entreprise véritablement en 2017. Voilà, Pour la petite chronologie. Okay. Et le nom de votre studio vient donc vraiment de vous? C'est ça que c'est original, je trouve. Oui. Ouais, en fait, c'est venu assez naturellement, mais c'est vrai que ça arrive assez souvent des noms de studios avec des contractions de prénoms, de noms. Et nous, quand on a fait le test avec nos prénoms, ça tombait plutôt super bien parce que même le côté Eju, Ej en suédois, ça veut dire bonjour. Donc il y a aussi cette sonorité scandinave et en même temps un peu japonisante aussi. Eju, je trouve ça qui correspondait finalement parfaitement à notre style. Et quand on a fait cette découverte, on était... On était encore en études à l'époque. Et c'est vrai, j'avais vu le nom, on suivait pas mal de blogs suédois et il y avait le mot « Ei ». Et je dis à Julien, tiens, regarde, c'est marrant, on dirait nos noms, nos prénoms mis ensemble. Et tu m'as dit, on va rajouter un « U », c'est encore mieux.
Et on s'est dit, ah ouais, EJU, ça sonne bien. Bon, voilà, c'est court, concis, ça nous paraissait... C'est efficace, ouais. C'est vrai que quand je t'ai eu au téléphone, je savais pas trop comment ça se prononçait et j'avais un doute sur la contraction. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question parce que souvent, il y en a beaucoup qui vont dire EJU ou et voilà. Pas trop, et nous, alors ça nous dérange pas du tout, hein, c'est pas très grave, mais c'est vrai que nous, on est resté très simple, c'est-à-dire c'est Hélène, Julien, donc tout simplement EJU. Mais justement, on trouve ça drôle comment les gens ils se l'approprient et ils imaginent une sonorité un peu spécifique et on trouve ça drôle, donc on les laisse faire. C'est pas très grave. Ça marche bien. C'est gentil. Et donc du coup, vous avez tous les deux fait une école, donc vous êtes architecte de formation. Pourquoi vous êtes orienté vers l'architecture et puis ensuite l'architecture d'intérieur une envie depuis l'enfance, des proches? Je dirais que... Alors oui, on a remarqué tous les deux dans notre parcours, c'est qu'on a eu cette envie assez tôt quand même. On était attirés par l'architecture, les espaces, pas forcément par le côté justement architecture d'intérieur. L'idée quand on a fait cette formation d'architecture, c'était plus d'avoir une formation assez globale où justement on touche quand même à beaucoup d'échelles différentes, en passant de l'architecture à l'urbanisme et même au design. Et c'est au fur et à mesure de notre formation qu'on s'est rendu compte qu'on était très attirés par la petite échelle, l'intérieur et le design. C'est vraiment ça qui nous animait. D'accord. Okay. Oui, c'est vrai qu'on a un parcours un peu similaire où on vient pas du tout de familles qui sont dans ce milieu. Donc on a un peu les ovnis, les artistes de la famille. Mais en tout cas, moi je sais que je voulais de toute façon faire un métier artistique. Mais l'architecture, oui, ça a toujours été une passion depuis enfant. Et toi aussi, c'était un peu ça aussi. Donc naturellement, vous avez fait l'école... Et vous avez toujours su que vous vouliez lancer votre studio ensemble Pas du tout. Au début, on n'avait pas trop ça en tête. Mais ce qu'on aimait, c'était de créer ensemble. En fait, au fur et à mesure des études, on se rendait compte qu'on était un peu jaloux du projet de l'autre. On se disait, toi, t'as développé un super concept. Et on était, On s'était beaucoup, en fait, quand il y avait des projets en individuel. Et après, on a eu la chance de pouvoir faire notre diplôme en binôme. Et c'est vrai que on était hyper contents de pouvoir travailler ensemble sur ce projet. Et on sentait que finalement, c'est là où on était les meilleurs, parce qu'on se nourrissait l'un de l'autre, des idées de chacun. Et c'est vrai que, en fait, c'est venu assez naturellement. On s'est jamais dit... on a toujours eu ce sentiment assez naturel qu'on aimait travailler ensemble. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez inné. On trouvait qu'on allait plus loin, en fait, à deux cerveaux qu'à un seul cerveau et que notre fonctionnement, nos caractères étaient assez... on se complétait bien et du coup, qu'on allait plus loin en travaillant ensemble, plutôt que séparément. Et donc, en fait, vous avez travaillé ensemble très tôt parce que, comme tu disais, vous avez fait votre diplôme à deux. Oui, dès les études, en fait, ça a tout de suite matché. Dès qu'on s'est rencontrés, dès la première année, ça a matché. Et on a découvert aussi ensemble l'architecture japonaise. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui a fait un déclic en nous et qui a fait que on aime beaucoup ce style et la culture japonaise, le mode de vie, la façon dont ils construisent les espaces. On a fait nos mémoires chacun là-dessus. Et du coup, ça, on a travaillé toujours avec ça en tête, ce thème de l'architecture japonaise. Et un peu plus tard, on a découvert le design scandinave un peu aussi. Les deux se rejoignent un petit peu, la relation à la nature, les lignes simples, la forme suit la fonction, des choses comme ça. Et du coup, on a construit vraiment notre univers pendant les études et ensemble, et on a trouvé que on allait plus loin ensemble. Donc, tout s'est fait assez naturellement et tranquillement. Et comment s'est passée l'association? Parce que maintenant, vous avez du recul, vous avez votre fils en plus. Donc, voilà, vous savez qu'ensemble, vous faites vraiment confiance. Mais au tout début, il n'y avait pas une crainte de se dire on s'associe à deux, mais comment ça va se passer Justement, pas du tout. C'est comme tu disais, en fait, ça a tellement été naturel. On aimait travailler ensemble. Et dès le début des études, c'est vrai. Même quand c'était des projets, chacun de son côté, on s'entraidait. Et en fait, on s'est toujours senti plus fort à deux.
Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question comment c'est de travailler en couple. Voilà, enfin après chaque couple est différent, hein, on l'entend bien, mais c'est vrai que nous c'est quelque chose de tellement naturel qu'on s'est jamais posé cette question-là. Et pour nous c'était même une évidence en fait qu'on travaille ensemble plutôt que de faire des choses chacun de son côté. Puis les études d'archi, on fait des charrettes et tout, c'est quand même dur. Donc, ça rapproche. En fait, oui, ça rapproche vraiment entre amis et entre couples. Du coup, aussi, ça rapproche vraiment et ça crée quelque chose de fort. Au moins, vous avez bossé la nuit à deux, quoi. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de couples qui se formaient d'ailleurs à l'école d'archi. C'est vrai, c'est des moments assez forts quand même de travail intense et ça rapproche forcément. Et comment vous répartissez les rôles du coup avec le studio? Est-ce qu'il y en a un qui a plus une casquette que l'autre ou non? Alors, ce qu'on aime bien justement, c'est qu'on a la même formation. Donc, on construit entre guillemets un projet de la même façon. Mais après, de par nos caractères, c'est vrai qu'on est assez complémentaires. Julien, par exemple, c'est vrai qu'il est plus dans le détail, à réfléchir la menuiserie. T'aimes bien aller loin dans le concept, alors que moi, j'ai plus une vision, on va dire, globale. Souvent, toi, t'as plus la peur de la feuille blanche et moi, on fonctionne beaucoup comme ça, où c'est moi qui dégrossis, je fais le gros, les grands axes. Les grandes lignes, enfin le côté vraiment direction un peu artistique pour avoir un peu une vision globale. Et ensuite, moi, je vais essayer de faire un peu le tri dans toutes ces idées et de trouver vraiment la ligne conductrice, vraiment le concept fort. Voilà, vraiment plus dans le détail. Dans le détail de menuiserie, c'est toi qui t'occupes de ça. Si on se définit un peu plus vulgairement, c'est la rêveuse et moi le maniaque. Voilà, c'est un peu ça. On l'assume totalement, mais c'est vrai qu'on se définit un peu comme ça entre nous. Ouais, puis finalement, c'est un beau mélange parce que... Il faut les deux. Ouais, c'est ça, le côté artistique, au bout d'un moment, il suffit plus, à l'inverse... maniaque et rigoureux. C'est ça. Bah, il y a beaucoup de facettes dans ce métier, donc c'est vrai qu'à la fois, il faut avoir des idées, il faut être créatif, mais il faut aussi être très rigoureux dans la réalisation de ces idées-là. Donc finalement, encore une fois, ça a toujours été assez naturel de fonctionner comme ça. Enfin, ça marche plutôt bien. Maintenant, oui, on a l'habitude, on sait qu'on fonctionne comme ça et que c'est établi. Ok. Et justement, Julien, tu disais, c'est vrai que souvent les gens vous disent, mais c'est comment travailler en couple? Et du coup, comment vous gérez les désaccords sur les projets? Je dirais déjà qu'il n'y en a pas, ça n'arrive pas si souvent qu'il y ait des désaccords. Oui, après, c'est des discussions constructives. Voilà, chacun donne son opinion, son avis. On en parle beaucoup. Et puis, comme dans tout problème dans le couple, voilà, il faut écouter le point de vue de l'autre, et c'est un peu la même chose pour les projets d'archi. Mais je dirais qu'après, on se fait quand même vachement confiance sur les forces qu'on a chacun. C'est-à-dire que si, sur un côté matériaux, couleurs, j'ai une confiance totale en Hélène, et au contraire, elle va avoir confiance en moi sur un côté de détail, sur des questions de millimètres ou de centimètres, elle va se dire, voilà... Toi, tu as ta conviction là-dessus, je me dis, ok, je peux lui faire confiance, je sais que... Pour aller loin dans le détail, je te fais confiance. Et toi, sur les couleurs, quand il y a un choix à faire, tu me fais plus confiance. C'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, naturellement, vous n'empiétez pas, entre guillemets, sur les compétences de l'autre. C'est que... Mais après, confiance, chacun, en fait... moi, je peux dire, moi, j'ai une vision plus sur ce détail-là. Et on en discute. On en discute, mais souvent, quand il faut trancher, voilà, on fait confiance à l'autre. J'allais vous demander, alors du coup, travailler à deux, mais travailler seul, mais en fait, du coup, vous avez toujours été à deux. Pour vous, c'est une force d'être à deux Ah oui, ça aide beaucoup. Réellement. Ça rassure. En fait, on n'a pas été entouré du tout de gens qui montent leur boîte ou qui peuvent nous épauler un peu dans le côté administratif ou business. Et du coup, les interrogations qu'on peut avoir, ça aide beaucoup de pouvoir les partager ensemble et de trouver des solutions ensemble. C'est vrai que je dis toujours, mais moi, j'aurais jamais pu monter une boîte toute seule. Ça m'aurait fait trop peur. Et j'aurais trop stressé, trop angoissé de le faire. Ça amène vraiment une force. On se sent épaulé. C'est quelque chose d'assez fort. Mais souvent, quand on en parle justement à des gens qui montent leur boîte seuls, à chaque fois, on se dit, mais ils sont encore
c'est très courageux parce que je trouve que c'est très difficile en fait. Je trouve que on se nourrit aussi d'être deux sur la prise de recul, sur des questionnements qu'on peut avoir quand on fait des erreurs ou qu'on veut réorienter, je sais pas, enfin de se dire quelle direction on veut pour notre boîte. Je trouve qu'à deux c'est tellement plus facile de se poser ce genre de questions que seul, je pense qu'on est vite perdu. En tout cas, on a des personnalités où je pense que seul on n'aurait pas fait tout ce qu'on aurait fait. Non, et puis quand on a des moments plus compliqué, où on doute, l'autre aide vachement à prendre du recul et à lui dire non, t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien. Tout seul, c'est vrai qu'on peut vite tomber. Ça dépend de la personnalité de chacun, évidemment, mais moi, je sais que j'angoisserais trop. Ouais, puis c'est vrai que ce qui va stresser l'un ne stresse pas l'autre. Exactement. Et inversement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On a des caractères un peu différents, donc c'est vrai que là-dessus, souvent on sait qu'on peut se reposer, voilà, on a le droit d'avoir un stress, ça arrive qu'on stresse les deux pour la même chose, et là des fois c'est des moments un peu compliqués, mais on y arrive. Mais en discutant, on arrive à prendre du recul quand même. Et qui a impulsé l'idée de lancer votre agence ou c'est les deux Ouais, c'est les deux en même temps. Je pense que c'est un cheminement aussi. On avait fait un stage, je me souviens, en 4e année, dans une agence. C'était aussi un couple qui avait l'agence, et du coup on s'était dit tiens, ça peut me fonctionner d'être en couple aussi, d'avoir sa boîte, voilà, mais c'est un cheminement parce que oui, pendant les études, c'était pas forcément une volonté, mais c'est vrai qu'à la fin des études, on se voyait pas travailler en agence. Ouais. Et juste, on avait envie de créer tous les deux. C'est vrai. Quoi. On avait vraiment cette envie commune de créer. Ça, c'est vraiment ce qui nous a motivés. Et après, le commencement, ça a vraiment été pendant nos études où on a créé du contenu avec le blog qu'on a monté, où on partageait notre intérieur, des idées do it yourself. Ça a vraiment commencé comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, on a toujours senti cette envie de faire des choses ensemble. Donc, je dirais pas que c'est l'un plus que l'autre qui avons décidé de monter la boîte. Ça s'est fait vraiment de manière hyper naturelle dès le début, finalement, je pense. Oui, on n'a pas monté de business plan. On voulait être libre de créer tous les deux sans contrainte, en fait. Ouais. On était un peu jeunes et insouciants. Quoi. C'est ça. Et finalement, ça a marché parce que vous êtes encore là aujourd'hui. Donc Oui, c'est ça. Mais après, je pense qu'on est des gens... on se bat au quotidien, quoi. On en veut, et je pense que c'est ça aussi qui fait que... C'est vrai qu'on est... On se remet beaucoup en question, et du coup, c'est comme ça qu'on avance aussi. Parce que justement, tu disais, pour la partie entrepreneuriale, c'est vrai qu'en plus à l'école, on n'est pas formé. Comment vous avez fait pour vous lancer comme ça et vous approprier différentes choses Ça s'est vraiment fait sur le tas. Enfin, je veux dire... On a eu de la chance, on a été bien entouré d'une comptable, etc., qu'on a trouvé un peu par hasard. Oui, c'est vraiment le côté purement financier, business. Parce que c'est vrai qu'on a commencé, voilà, on en avait des statuts d'auto-entrepreneur, on a commencé comme ça, mais quand on a décidé de monter la SARL en 2017, là, on avait vraiment besoin d'être entouré. Parce que là, on se sentait un peu perdu, parce que forcément, on n'avait pas cette formation qui nous aurait permis de savoir dans quelle direction aller. Donc, ça nous a vraiment permis de sauter le pas. Et de nous rassurer aussi que c'était quelque chose de viable et possible. Mais c'est vrai que ce statut d'auto-entrepreneur, entre guillemets, c'est quand même vachement bien. Que ça nous a permis de nous lancer. Ça permet de te lancer sans prendre trop de risques, et après, une fois que c'est un peu établi, de monter ta boîte. Oui, parce que t'es à ton compte, et après, t'as un plafond, c'est ça, annuel. C'est ça, exactement. Après, une fois que t'as plus de projets, ça vaut plus le coup de passer en société. Et comme en plus, on était tous les deux, ça avait plus trop de sens d'être auto-entrepreneur chacun de son côté. Mais voilà, au début, pour se lancer, pour prendre moins de risques, c'est bien. Et donc, du coup... Vous, ce qui vous a aidé, c'est d'être accompagné, et c'est votre comptable, en fait, qui vous a aidé dans toute la structure pour monter les statuts, de savoir quel format d'entreprise. Rien que le statut, c'est vrai que c'est assez un monde à part, donc qu'est-ce qu'il faut faire, le publier dans le journal ou je sais pas quoi. C'est ça. Je pense que dans ces moments-là, pour le côté administratif, faut être bien entouré quand on a une boîte. Et c'est vrai que la comptable, je pense, c'est assez important d'avoir quelqu'un qui se tient la route et qui peut être de bons conseils. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, dans le quotidien, pour ce qui est vraiment purement de la partie gestion d'entreprise, comment vous répartissez les rôles ? C'est pareil, vous avez chacun une casquette, ou non, c'est vraiment tous les deux Alors, on fait tous les deux parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire tous les deux. Donc, on se soutient aussi dans ce côté administratif. C'est pas la partie forcément de tout le fait d'avoir une entreprise, c'est pas ce qui nous stimule le plus forcément. Nous, ce qu'on aime, c'est la partie créa, la partie architecture. Donc, c'est vrai que tout le côté administratif...
on essaye d'une manière ou d'une autre que ça soit assez équitable et qu'on se stimule un peu et se motive un peu pour faire la compta, pour faire ci et ça, parce que c'est vrai que c'est des choses forcément qui sont un peu réverbatives, quoi, qui sont un peu moins stimulantes, mais il faut le faire. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Oui, c'est ça, il faut l'accepter. Et, maintenant, on l'a bien intégré, mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas trop envie de le faire. Mais pareil, d'avoir la comptable qui nous accompagne au quotidien, nous dire, allez, on fait la comptable. Enfin, ça nous pousse à avoir des deadlines et se dire, allez, on s'y met, faut le faire. Et comme ça, tu suis un peu la santé de ton entreprise, voir si tout est OK. C'est important aussi. C'est vrai que c'est la difficulté de ce métier parce que quand tu es archi d'intérieur, souvent c'est le côté artistique qui te plaît et la partie business, c'est la bête noire. Mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que si tu veux garder le côté créatif, tu es obligé d'avoir ton agence parce que quand tu bosses pour quelqu'un, naturellement, c'est cette personne-là qui a la partie créa. Donc oui, c'est sûr. Et donc, du coup, comment vous êtes entouré? Vous avez des avocats aussi, des comptables ou non? Enfin, vous avez la comptable. Avocat, on n'a pas. On n'a pas d'avocat. Okay. Je sais qu'il y a des archis qui en ont. Nous, on n'a pas ça. J'avoue que, encore une fois, on est... Non, mais c'est des questions que... Nous, on se nourrit toujours de voir comment font les autres. Je trouve que c'est hyper important, justement, quand on se rencontre entre archis. C'est un peu le but de ton podcast aussi, de voir qu'est-ce que fait, comment gère chacun. Et on est hyper curieux, justement, de ça. Donc, pour le moment, on n'a jamais ressenti ce besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se repose beaucoup sur notre experte comptable qui est vraiment sur la partie business. Qui fait de l'audit et qui fait des conseils aussi. C'est ça. D'accord. Ouais, vous avez vraiment un bon partenaire. Quoi, c'est ça. Ouais. Okay. Et en étant à deux, comment vous conservez cette homogénéité dans vos projets en ayant quand même un style qui reste cohérent, on va dire, et en étant deux? En fait, on a vraiment des inspirations communes et souvent on se rejoint sur les goûts et les matières et les formes, les couleurs, etc. Mais c'est vrai que il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas de manière peut-être inconsciente, mais le côté plan, nous, c'est vrai que par notre formation d'archi, le plan, il est primordial et on commence toujours par là et on y passe du temps. Et c'est ça qui, pour nous, fait qu'à la fin, on ressent l'épure et la clarté qu'on recherche dans nos projets et qui fait qu'on a, des lignes et des volumes simples et minimales. Donc le plan, on y passe beaucoup de temps. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, forcément, on a... Notre style, il évolue avec les tendances, etc. Forcément, on se nourrit de ce qui se passe autour de nous. Mais il y a toujours cette question, c'est est-ce que ça rentre dans notre style, dans nos projets, dans notre façon de faire et comment on peut se le réapproprier pour qu'il soit vraiment personnel. On met beaucoup d'intime, beaucoup de nous dans les projets. On veut que ça y ait un côté... œuvre d'art et artistique, œuvre d'art fonctionnelle à vivre, mais qui est ce côté artistique. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas et qui sont du coup, qu'on retrouve dans tous les projets. Comme je disais, les lignes simples, les volumes clairs, les purs. Et pour avoir une ligne directrice, je dirais qu'il faut aussi avoir les bons clients. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on fonctionne beaucoup à l'humain. On choisit nos clients comme ça. Et pour nous, c'est une relation de confiance. Un projet, ça se construit comme ça. Et quand des clients nous font confiance, c'est là aussi où on arrive à s'exprimer au mieux. Et c'est aussi grâce à ça, je pense qu'on arrive à avoir toujours cette ligne directrice et faire passer nos idées. Nous, quand on rencontre un client, on dit toujours, on sera là aussi un peu pour vous bousculer. Et parce qu'on aime bien cette idée de ne pas rester sur... qui restent pas dans leur zone de confort et du coup on n'hésite pas à vraiment sur certaines idées pousser auprès d'eux pour leur expliquer. On essaye d'être patient et d'être très pédagogue pour justement arriver à faire passer l'idée et je pense que c'est ça qui à la fin permet que chaque projet puisse quand même un peu se recouper et que l'univers soit assez cohérent de projet en projet. Et du coup en fait vous deux en tant que deux personnes distinctes, on va dire, vous avez les mêmes styles. Donc finalement, vos projets restent homogènes à ce niveau-là, quoi. Oui, franchement, on a des goûts assez communs. On se retrouve assez bien quand même en général. Ah oui, non, mais je pense oui, on a les mêmes goûts.
Quand on a une boîte ensemble et une boîte d'archi ensemble, c'est important de se retrouver quand même l'un et l'autre pour que ce soit, homogène. En tout cas, pour nous, c'est important. Et quand tu parlais des plans tout à l'heure, du coup, vous raisonnez beaucoup ça en termes de volume, les espaces entre eux. Oui, c'est ça. Les alignements, pour nous, c'est hyper important. Souvent, on recherche aussi une transparence, une fluidité. La circulation est hyper importante. On essaye toujours de réduire au maximum les couloirs, les pièces de circulation pour redonner des mètres carrés aux pièces de vie. En fait on essaye de gommer tout ce qui est un peu verru, c'est-à-dire tous les éléments un peu disgracieux, des volumes saillants, des coffrages que t'as pas forcément envie de voir à l'œil. Tout ça, nous on n'hésite pas à parfois justement ça peut perturber dans le sens où en cherchant l'alignement, on va perdre un peu de mètres carrés ou ce genre de choses, mais en fait, visuellement, tu vas gagner énormément parce que l'alignement va faire un espace beaucoup plus épuré à l'œil et c'est ça qui fait que ton espace, tu le ressens de manière beaucoup plus spacieux et lumineux aussi. Je pense que ça passe beaucoup par ça. C'est pour ça que le travail en plan, pour nous, il est essentiel. Et ça, clairement, c'est par rapport à notre formation d'archi où assez classique où on était vraiment avec des profs qui étaient assez rigoureux, durs des fois dans la formation où l'alignement, le concept était essentiel en fait. Et ça, on le retrouve dans la construction aujourd'hui de nos projets. Mais du coup, comme tu disais, ça peut perturber un peu les clients aussi. Donc on n'hésite pas à les challenger. Souvent, ils ont une idée préconçue du plan, par exemple, qu'ils ont vu chez le voisin ou des choses comme ça. Et on leur dit non. Oui, le voisin, il a peut-être fait comme ça, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Et on aime bien les pousser. Et souvent, ce qu'on aime bien, c'est quand les clients nous disent « Bon, au début, on vous a fait confiance, on savait pas trop ce que ça allait donner, voilà, mais on a bien fait au final parce que on retrouve ce que vous disiez dans la manière dont on vit l'espace, etc. On le retrouve en vrai à la fin. Et ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse nous faire. Et on aime les clients qui nous font confiance et qui viennent chercher viennent chercher une expertise, et qui se laissent porter par notre univers. C'est sûr que si on veut un appartement classique où on retrouve la même chose que chez le copain ou chez le voisin, c'est sûr que c'est pas nous qu'il faut venir chercher. On a un style particulier, faut adhérer, faut aimer, mais bien sûr on fait en fonction des besoins des clients. Chacun a des habitudes de vie et une façon de vivre qu'il faut prendre en compte, c'est hyper important. Mais dans la façon de construire l'espace, c'est sûr que ce sera pas comme chez le voisin. Et tu as un exemple justement comme ça de clients qui étaient peut-être un petit peu réticents au début, de se dire qu'est-ce qu'ils font dans mon espace, et puis finalement ils étaient contents. Par exemple, ces clients-là dont je parle, c'était des clients qui avaient acheté un appartement haussmannien très classique où la cuisine était tout au fond et où il fallait ramener la cuisine au centre de la vie parce que maintenant c'est comme ça que la vie de famille se fait en général. Et ils avaient un très long couloir qui serpentait tout leur appartement. Et nous, l'idée, ça a été justement de réduire au maximum ce couloir. Mais du coup, on passait par la cuisine pour accéder aux chambres. Et c'est parce que la cuisine, pour nous, c'était le centre de la vie de famille. Et au début, ils disaient, non, nous, ils avaient déjà un appartement haussmannien. On est habitués à ce que la cuisine soit au bout du couloir. Ça ne nous dérange pas et tout. Et on leur dit, oui, mais vous allez voir... Ce sera plus qu'une cuisine. Après, il y aura l'îlot central. Vous allez voir, c'est là où vous allez vous retrouver. Vos filles vont faire leurs devoirs sur l'îlot pendant que vous allez cuisiner. Ce sera autre chose qu'une cuisine, plus une pièce de vie. En plus, ça permettait de retrouver un côté traversant dans la pièce de vie puisque la cuisine était orientée d'un côté et le salon de l'autre. Donc, vous allez voir, ça va vraiment fluidifier l'espace. Et vous allez gagner des mètres carrés utiles puisque votre couloir va être réduit au minimum parce qu'on rajoutait aussi un petit bureau dans la partie cuisine, etc. Et ils ont mis du temps. Je me souviens, ça a été beaucoup de conversations. Mais à la fin, la cliente m'a dit vraiment, on a bien fait parce que, comme vous disiez, c'est vraiment devenu un lieu de vie dans lequel on n'allait pas avant. Et voilà, ça a vraiment changé la façon dont on vit tous ensemble au sein de notre famille. Ah oui, c'est intéressant. Parce que du coup, il y avait vraiment un décalage entre guillemets entre ce qu'ils voulaient et ce que vous proposiez et en fait c'est ça. À force d'arguments ils ont fini par accepter en fait, c'est ça. Oui, en fait on leur a montré souvent on teste beaucoup d'options de plan, souvent on teste l'option que les clients ont en tête de base
Et on leur explique les plus, les moins dans chaque option. Et en général, ils finissent quand même par choisir l'option que nous, on privilégie et qu'on préfère. Mais oui, il faut être pédagogue. Et c'est ça aussi, je trouve qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école d'archi. C'est qu'à l'école d'archi, tu parles à des profs qui sont eux-mêmes des archi. professionnels, en fait. Donc, ils connaissent un peu un plan, un concept, etc. Quand tu dois le faire passer auprès d'un client qui est plus néophyte, ça demande beaucoup de pédagogie et de patience et de tout un cheminement, en tout cas en termes de leur faire comprendre pour telle ou telle raison, c'est mieux ça. Et après, ça dépend de chaque client. Il y en a qui se projettent beaucoup mieux aussi que d'autres. Donc après, on s'adapte. Mais en général, ça se passe toujours plutôt très bien. Et on arrive toujours plutôt sur les plans qu'on imaginait de base. C'est souvent ça qui est validé. Mais c'est vrai que ça demande une vraie pédagogie, je trouve. Et après, on rentre dans l'intime. Donc c'est normal aussi que les gens aient leur perception à eux de ce qui est bien pour eux. Mais voilà, nous aussi, on a l'habitude de voir des vies de famille, des espaces, comment les appréhender. Donc voilà, il faut faire confiance aussi. Et puis, on a un point de vue plus neutre aussi. C'est-à-dire que forcément, nous, on a une vision assez neutre de l'espace. Donc, on essaye vraiment quand on conçoit le plan, de réfléchir comme ça, en prenant évidemment leur brief avec leurs besoins réels. Ça, c'est hyper important. Mais je trouve que cette neutralité, parfois, le trop d'émotion d'un client, parce que c'est chez lui, va faire qu'il va faire de mauvais choix. Et ça, on s'en rend compte vraiment. Alors que nous, on a ce recul nécessaire, je pense, pour faire les bons choix et les amener vers ce qui va finalement mieux marcher après. Et on essaye de leur expliquer qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans leur espace. C'est pas parce que vous avez en tête ça ou que vous avez vu ça que ça marche dans cet espace-là en particulier. Donc, il faut faire vachement aussi en fonction de l'espace qu'on a. Et il faut pas faire de compromis. Souvent, les clients, on se rend compte, font des compromis. Ah ma femme veut ça, moi je veux ça, donc on va trouver un juste milieu. Non, nous on est là justement et pour nous faire on des les choix pousse forts, à être parfois un peu radicaux pour faire des choix forts pour que ça fonctionne au mieux dans l'espace. Et puis il y a aussi parfois des idées préconçues de la part des clients, ce qui est normal. On est avec les réseaux, que ce soit sur Instagram, Pinterest, on est tellement avec plein d'images. Donc c'est vrai que ils ont plein d'envies, mais ensuite les synthétiser pour chez eux, c'est un autre exercice. Et c'est là où je pense que l'architecte, il est utile. C'est-à-dire que on va faire la synthèse de tout ça, tout en prenant les contraintes de l'espace, etc. On peut pas juste transposer une image chez soi, ça ne peut pas marcher, parce que les typologies, le lieu, c'est pas les mêmes. Faut prendre tout ça en compte finalement. Et voilà, c'est... Quand t'es archi, on dit toujours, on est un peu comme un réalisateur de film, c'est-à-dire que t'as beaucoup de choses à prendre en compte. Le côté contraintes techniques, le budget, le style, l'existant, les habitudes des clients. Faut tout synthétiser. Puis la réalisation avec les ouvriers ensuite derrière, ça c'est encore un autre point, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes qui fait qu'il faut un peu toucher à tout et être un peu bon partout. C'est pas évident. Pas toujours facile. La plus pertinente. Et comment vous trouvez les inspirations au niveau des matériaux Donc il y a des connaissances que vous avez eues par l'école ou avec l'expérience, mais cette inspiration sur les matériaux, les textures que vous allez mettre, vous la trouvez où ? On est toujours à la recherche de nouveaux matériaux. C'est un sourcing permanent sur Instagram, dans les magasins. On aime beaucoup la fusion en fait, entre l'art, le design, l'architecture. Et du coup, on trouve l'inspiration vraiment partout. Des expos où tu trouves des associations de couleurs, ou une forme, ou une matière. L'inspiration, elle est vraiment partout. Et on est toujours en recherche de nouveaux matériaux, justement, pour se réinventer et imaginer toujours des nouveaux projets. Et vous avez une texture, un matériau coup de cœur que vraiment vous mettez souvent dans vos projets C'est vrai que nous, dans nos projets, on a, le bois revient essentiellement, le bois au teinte clair, donc plus sur les frênes, bouleau, sycomore, ce genre de bois. Donc c'était un peu notre signature et je pense qu'elle est toujours. Et puis en termes de colorimétrie, je dirais que c'est le rose qui nous caractérise. Il a évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'avant le rose, il était un peu plus soutenu, mais aujourd'hui on est sur des teintes plus roses, très naturelles, presque dans les beiges. Mais c'est vrai que c'est deux choses qui nous définissent énormément. Et puis après, on aime bien aussi travailler, je pense,
des matériaux avec un relief, et aussi une patine. C'est vrai qu'on prône beaucoup pour les matériaux naturels auprès de nos clients. Et ça aussi, c'est une vraie pédagogie à avoir avec eux, puisque évidemment, c'est toujours le fameux compromis entre la vie de famille, on veut que ça soit pratique, mais en même temps, on veut que ça soit beau. Et c'est vrai que nous, on croit vraiment aux matières naturelles, comme les pierres, comme du laiton sur une robinetterie, qui vont se patiner, qui vont pas rester parfaites, mais je pense aussi qu'il faut beaucoup accepter l'impermanence des choses et justement cette évolution des matières, parce que c'est ça qui est beau en fait. On trouve qu'une matière qui va se patiner va être bien plus belle que l'imitation qui va rester impeccable ou non d'ailleurs, hein, mais 10 ans plus tard, ça a moins d'âme, on trouve. Mais ça, c'est toute une pédagogie, je trouve, à avoir. Ça porte en fait l'histoire de ceux qui ont vécu là, ou quand c'est un béton ciré, par exemple, la main de l'artisan qui fait des imperfections, on trouve ça super beau. Et ça a beaucoup plus, de charme et de chaleur que quelque chose de faux et qui, au contraire, va mal vieillir dans le temps parce que ça va se décoller ou ça va pas vieillir bien. Alors que là, la belle patine du bois, il y a rien de plus beau. Et justement, tu parlais de famille. Donc vous avez votre fils qui a eu 1 an. Est-ce que ça vous inspire beaucoup dans vos projets, justement, le fait d'avoir eu un enfant dans vos projets avec des familles? Et si oui, comment? En fait, on aime toujours bien avoir le retour des clients sur comment leur famille, comment eux vivent dans les projets. Et souvent, je me souviens d'un client, on avait fait une cuisine avec des petits godrons, des petits tasseaux arrondis, et qui disait, mais en fait, les enfants, ils adorent, ils jouent, ils touchent la cuisine toute la journée, ils jouent avec la matière. Et je trouve ça super beau. Et maintenant qu'on le vit, on comprend un peu ce genre de choses où l'enfant, il va détourner en fait quelque chose qui nous paraît banal en un jeu, en quelque chose d'exceptionnel et de magnifique. Et je trouve ça génial. Mais oui, maintenant, on comprend un peu plus les parents où il y a besoin de beaucoup de rangement pour que la maison reste épurée, que tu aies besoin d'avoir tout à portée de main parce que t'as pas le temps, parce que t'as le petit, qu'il faut, des choses faciles à nettoyer parce que c'est compliqué d'avoir une vie de famille et de garder ta maison propre. Donc oui, on le comprend, même si on l'appliquait déjà avant, mais là, on le comprend en le vivant, vraiment. Oui, c'est ça, vous avez des automatismes et des réflexes, du coup, qui viennent plus naturellement, quoi. Ok. Et cet équilibre vie de famille, vie pro, parce que vous êtes tous les deux entrepreneurs, enfin, voilà, vous avez quand même votre entreprise. C'est pas trop difficile de jongler avec les deux? En plus, vous êtes dans le même bateau. Oui. On va pas dire que la première année était facile. C'est évidemment beaucoup de bonheur, mais c'est aussi une organisation, un chamboulement dans la vie perso et pro qui est évidente. C'est-à-dire que la première année, en plus, c'est l'année où il y a forcément plus de fatigue. Donc, faut composer avec tout ça. Donc, c'est pas facile. Je pense que l'équilibre, il est toujours assez précaire. Mais on arrive, je pense, petit à petit à vivre avec et trouver le bon équilibre entre tout ça. Mais c'est pas... Non, c'est pas facile. Mais après, au fur et à mesure des années, on a quand même appris à faire le distinguo entre vie pro et vie perso, à mettre de côté ce qui se passe dans notre vie perso quand on arrive au travail et à se dire, ok, ça c'est autre chose. Quand on travaille ensemble, on parle vraiment de projet et peu importe ce qui s'est passé avant, on est à fond dans le boulot. Et au contraire, quand là, on revient le week-end, on se dit, ok, on est focus sur le petit, peu importe. C'est d'ailleurs plus facile maintenant qu'on a Léon de plus... fractionner et prendre du recul sur le boulot, où avant ça nous paraissait énorme et la chose la plus importante au monde. Maintenant non, c'est Léon la chose la plus importante et le boulot vient en second plan, donc ça aide à prendre du recul et à voir qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Parce que justement, il y a pas mal de jeunes parents qui me suivent et c'est des questions qui reviennent souvent, mais comment lancer son agence avec un bébé? C'est quoi? C'est la résilience, en fait. Enfin, ça finit par passer parce que la fatigue, elle est là. Donc, faut accepter. Moi, j'essaye de me dire ça. Faut accepter que ce soit le chaos. Voilà. Faut accepter le chaos. Se dire que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas parfaitement rangé, tout n'est pas parfaitement au cordeau. C'est normal. Tout le monde passe par là. Il faut se dire que ça va revenir après. Mais je suis d'accord que c'est pas facile. Et en effet, ça chamboule tout. Hein. Mais on est tous pareils, je pense. Les réseaux sociaux donnent une image de
la parentalité est facile pour les autres, mais non, on est tous, on fait tous comme on peut et on fait tous du mieux qu'on peut. Donc voilà, et ça va passer, le chaos va passer. J'essaye de me dire ça pour me rassurer. Mais c'est bien, franchement, vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide pour le coup. Puis ils grandissent, c'est ce qu'on se dit aussi. Ouais. C'est ce que tout le monde nous dit, ça passe, vous inquiétez pas, ça passe. Ok. Et par rapport à votre métier, vous avez pu en vivre rapidement ou pas Je pense qu'il faut accepter au début quand on débute, personne ne nous attend. Donc, il faut aussi accepter d'être moins payé, je pense, à nos débuts. Ouais. Il faut un peu faire ses preuves. Nous, on l'a vu un peu comme ça. Nous, on était déjà très contents des premiers projets qu'on a pu faire avec un client particulier pour un appartement. Évidemment, avec le recul, on se dit à l'époque, on n'était pas du tout assez payé. Mais faut pas se poser ce genre de questions parce que si on veut tout de suite en vivre pleinement, on n'avance pas. Enfin, je pense qu'il faut aussi accepter que les débuts, c'est un peu compliqué. Il faut faire des concessions, des compromis. Et il faut faire ses preuves. Et finalement, ça arrivait graduellement, au fur et à mesure. Au début, c'était des plus petits projets. Puis, en fait, le petit projet en amenait un peu plus gros, puis un peu plus gros. Et en fait, tout s'est fait graduellement. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'accéder à des plus gros projets qui sont plus rémunérateurs, évidemment. Mais pour arriver là, on a dû commencer avec des plus petits projets. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche, on dirait. Ouais, c'est vrai que je trouve quand on sort d'école et qu'on a envie de lancer son agence, c'est une crainte qu'on a rapidement de se dire mais je vais pouvoir me payer au bout de combien de temps, mais pour tous les business, Bien sûr. Que ça soit l'archi d'intérieur ou un autre. Et c'est vrai qu'en archi d'intérieur, moi dans mon entourage, souvent... c'était un peu un tableau, sois pas trop pressé, c'est ça, faut bien attendre parce que les honoraires, elles sont pas dingues dès le début, quoi. Ouais. Au début, c'est ça, faut faire ses preuves et se dire que de toute façon, si toi tu fais pas l'effort, quelqu'un d'autre le fera parce que t'es pas seul. Et donc du coup, et puis en vrai, au début, t'as pas beaucoup d'expérience, donc c'est normal aussi que un archi qui a plus d'expérience et qui a l'habitude, qui connaît mieux les contraintes des espaces, les contraintes techniques, etc., soit mieux payé. Mais au début, il faut apprendre et trouver des clients aussi qui sont contents de travailler avec des jeunes qui ont une vision fraîche de l'espace. C'est hyper intéressant aussi, je pense, pour des clients. Et voilà, il faut accepter au début d'être moins payé. Ça prend du temps, mais c'est formateur. Et justement, parce que du coup, toutes les écoles, elles n'apprennent pas cette partie entrepreneuriale. Comment vous avez su comment fixer vos honoraires ? Vous y allez à tâtons un peu Je me souviens que le premier devis qu'on a fait, mais c'était, on se posait des milliards de questions parce qu'on partait de zéro, on n'avait aucune notion de prix. Vraiment, c'était le flou total. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise, évidemment, sur nos honoraires. On sait... on va dire un peu ce qui se pratique quand même dans le milieu, les histoires de pourcentage qui s'appliquent sur le montant des travaux, c'est quand même quelque chose assez courant. Après, il existe de tout. C'est-à-dire qu'un client qui va chercher un archi, il pourra toujours trouver un archi pas cher, comparé peut-être à nous, ou au contraire, il y en aura sûrement des plus chers. Enfin voilà, après... Je pense qu'il n'y a pas que ça qui rentre, qui rentre dans la décision du client. C'est ce qu'on dit toujours, c'est prendre aussi le côté humain avant tout, et puis le côté artistique. Évidemment, après, on comprend que des fois, le côté financier rentre en compte. Mais c'est... Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais... parce que justement, par rapport à vos clients... vous sentez que vraiment ils regardent autre chose et pas simplement le prix, parce que nous, en tout cas en école, c'est ce qu'on nous dit. Les clients aujourd'hui, ils benchmarkent vachement d'archi d'intérieur et ils se focalisent vachement sur le prix aussi. Et là, du coup, comment ils sont plus réceptifs? Alors, il y a différents cas de figure. Le cas vraiment idéal, c'est quand ils disent voilà, c'est vous ou personne d'autre, et ça, c'est juste. Un sentiment hyper agréable parce que voilà, c'est toujours chouette de se sentir aussi désiré, mais après on comprend évidemment qu'il y a tellement d'architectes sur le marché que c'est normal de regarder et d'interroger différents archis. Nous, on est toujours prêts à en discuter avec les clients. On veut pas que le prix arrête leur choix. Comme je disais juste avant, pour moi, il faut prendre une décision par rapport à un ressenti
On leur dit toujours ça, qu'on va vivre quand même une aventure humaine pendant presque 1 an. On va se côtoyer pendant 1 an. Il faut bien s'entendre avec son archi parce que nous, on va rentrer dans leur intime et on va beaucoup se voir. Et puis, c'est une aventure aussi qui amène beaucoup parfois de tension, de stress, ce qui est normal. C'est beaucoup d'argent mis en jeu pour eux. Donc, il faut qu'ils soient hyper à l'aise avec la personne qu'ils ont en face, en interlocuteur. Enfin, je pense que c'est essentiel. Faut qu'il y ait une relation de confiance, de façon qui se mette en place, que ce soit de notre côté pour bien imaginer le projet et de leur côté pour qu'ils se sentent à l'aise et se dire c'est chez moi, je le ressens comme chez moi. Et donc, oui, évidemment, il y a le côté financier, mais si on s'entend pas avec la personne, quel intérêt de faire appel à un archi ? Non, c'est clair. Et justement, comment vous arrivez à convaincre vos clients, ou peut-être que vous n'avez pas besoin, ou je sais pas, mais sinon, voilà, quand vous sentez que vous êtes en concurrence avec d'autres architectes, comment vous arrivez à sortir votre épingle du jeu Franchement, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais je pense qu'on reste nous-mêmes. On essaie de pas forcer les choses. Pour nous, c'est essentiel justement qu'ils nous perçoivent comme les personnes qu'on est et pas qu'on se survende ou qu'on promette des choses qu'on ne saurait pas faire ou qu'on ne saurait pas. Je pense que c'est hyper important, c'est notre personnalité. Justement, je pense que parfois on s'est rendu compte qu'on était trop honnête par rapport à d'autres archis. Par exemple, sur des délais ou des budgets où on leur disait, quand ils donnaient leurs idées ou leurs délais, on disait que c'était pas possible. Et d'autres archis vont dire ah non, si, moi je vous le fais, etc. Et donc ils vont favoriser l'autre architecte. Mais après coup, on a appris qu'au final, non, c'est exactement ce qu'on avait dit. Ça avait duré le même temps que ce qu'on avait dit. Ça avait duré le même temps, mais c'est l'autre archi qui a signé. Mais au moins, on se dit, on est droit dans nos bottes, on a fait ce qu'il fallait, on a été honnête. Et comme ça, s'ils nous prennent, ils savent vers quoi ils vont aller et qu'est-ce qui est la réalité. Et j'espère qu'après coup, ils disent, en fait, on aurait peut-être dû les écouter. Ouais, mais bon, voilà, au moins, on a été honnête et on est nous-mêmes. Oui, ça sert à rien d'essayer de vendre des couleuvres ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On se dit toujours qu'un projet qui doit se faire se fera. Ouais. C'est pas un délai annoncé ou un budget annoncé qui doit. Enfin, si ça arrête ce choix, et qui se porte pas vers nous pour ça, c'était pas les motivations. Oui, c'est que ça devait pas se faire. Raison, voilà, c'est ça. C'est que ça devait pas se faire. On préfère se dire ça. Oui, et puis je trouve pour le coup, se survendre. On est dans un métier où ça finit forcément par se voir, tu vois, ne serait-ce que les délais ou les coûts qui explosent. Et mine de rien, le souvenir que tu laisses aux clients, il est primordial, quoi, parce que c'est de potentiels futurs clients pour eux, mais même pour leurs proches. Donc, en étant honnête, au moins... Évidemment, la finalité de tout projet, c'est qu'à la fin, ils soient contents, les clients, qu'ils soient heureux dans leur espace, et aussi sur la manière dont ça s'est déroulé. Parce qu'un chantier, c'est pas une science exacte, pour le coup, c'est une vraie aventure. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et puis qu'on ne maîtrise pas forcément, même nous, toujours en tant qu'archi. Donc, faut aussi qu'ils aient un bon souvenir de cette aventure-là. Et sur le côté financier, encore une fois, si on annonçait un budget 2 fois moindre et que ça a explosé au moment des chiffrages, en fait, c'est agréable pour personne. Nous, ça nous demande un retravail potentiellement de dingue, de rogner sur des idées qui étaient hyper créatives et que d'un seul coup, le projet, il va perdre en consistance et en beau détail. Et eux, personne ne va être content en fait de cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on préfère toujours annoncer un peu la couleur. Après, encore une fois, on ne peut jamais annoncer le prix à 1 000 € près, hein, évidemment, mais au moins leur dire, voilà, nous, on pense que par rapport à votre projet, c'est cette enveloppe. Et si vous l'avez pas, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas vous accompagner parce que tout le monde serait frustré en fait. Ou alors, il faudra faire des grosses concessions. Mais même quand on travaille sur le projet, comme je disais, on travaille sur plusieurs options de plan. Et quand on a une idée de plan qu'on trouve hyper intéressante, mais qui va amener des plus gros budgets, parce qu'on va plus toucher des murs porteurs ou créer des ouvertures, on préfère prévenir tout de suite le client pour leur dire on a travaillé là-dessus, on trouve que c'est intéressant pour telle et telle raison. Mais attention, c'est un budget plus important, donc est-ce que ça vous dit de travailler là-dessus ? Ou alors on reste sur la version plus rationnelle, plus raisonnable. Voilà, c'est aussi au fur et à mesure de la conception du projet, on essaye d'être honnête avec eux et les prévenir quand on pense qu'il y aura un potentiel dépassement. Ou même eux, parfois c'est drôle parce que c'est les clients qui amènent aussi... des beaux détails et
plein de menuiseries sur mesure, on leur dit attention, n'oubliez pas le budget. Et du coup, c'est nous qui passons un peu pour les rabat-joie. Mais en vrai, oui, plus on va dessiner, nous on adore voir nos idées réalisées, mais attention au budget. Et le budget, comment vous arrivez à le déterminer, comme tu dis vous n'êtes pas aux 1000 € près, mais voilà, avoir une idée de se dire, bon, bah là, en fonction de ce qu'on vous propose et de ce dont vous avez besoin, on sait que ça sera tant. C'est à force d'expérience. Ouais, vraiment, avec l'expérience aujourd'hui, on sait en voyant un espace que ça va être... on va être sur du 2000 € du mètre carré, enfin, hors taxe du mètre carré, ou plutôt 3000 €. Ça dépend en fait de l'état du lieu et aussi des prestations souhaitées. Par exemple, si on est dans un lieu où il faut changer absolument toutes les fenêtres, tous les sols, refaire toutes les lecs, le chauffage, faire beaucoup de déplacements aussi de destination de pièces, une cuisine qui va passer à un autre endroit et ensuite une cuisine du coup qui devient chambre. En fait, ça fait beaucoup de modifications. Si on doit installer une clim, enfin en fait, tous ces éléments-là mis bout à bout, on sait à peu près quoi donner comme fourchette, à dire ça donne une fourchette globale. Encore une fois, c'est pas l'idée d'être à 1000 € près, c'est impossible. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a cette expérience pour donner quand même une fourchette assez réaliste aux clients. Et ce qu'on fait, c'est aussi, on leur demande toujours des images d'inspiration, de cuisine, de matériaux qu'ils aiment, qu'ils nous envoient. C'est pas évidemment pour copier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas du tout le but, mais c'est aussi pour voir quel type de prestations ils aimeraient. Si on peut être sur du semi-mesure Ikea, ou s'ils veulent tout sur mesure, s'ils veulent du laiton, enfin des matériaux assez coûteux, où là, ça permet aussi d'aiguiller. Attention, si vous voulez du sur-mesure, même dans les chambres d'enfants, des choses très poussées et dessinées, ça fait aussi grimper le budget, forcément. Et juste pour continuer sur le côté budget, pour autant, évidemment, on adore dessiner, on adore faire des projets hyper ambitieux où on peut repenser totalement l'espace, ce qui implique des budgets quand même assez importants. Mais on se ferme jamais non plus à des projets avec des plus petits budgets. Si la rencontre, je sais pas, avec le client, on sent qu'en fait il y a un projet génial à imaginer, même avec des plus petits budgets. Nous, on vient d'un monde, au début, on a commencé avec des petits budgets et finalement, on sait aussi composer avec des plus petits budgets. Donc, on n'est jamais fermé, on n'a pas un seuil où on se dit, bon, bah, en dessous de temps, c'est mort. On essaye toujours de rester ouvert dans la mesure du possible sur le côté réaliste quand même. Voilà, parce que un client qui va nous dire je veux pour 1500 € du mètre carré, la clim, plein de mobilier sur mesure, etc., si ça s'additionne et qu'on se dit là c'est pas compatible, ça vaut pas le coup d'y aller. Mais il faut que le client soit ait conscience de son budget et de ce qu'on peut faire avec ce type de budget. Ouais. Mais on aime justement être créatif dans la contrainte. On dit toujours que c'est par la contrainte qu'on est créatif et qu'on trouve des idées et qu'on va loin. Donc nous, on aime bien ce challenge aussi des petits budgets et d'être créatif avec pas grand-chose. Et comment vous procédez? Du coup, vous faites le brief client et ensuite vous proposez des plans différents avec un budget associé à chaque fois ou le budget vient vraiment plus tard? Comment ça se passe? En fait, le budget, c'est vraiment cette fourchette dès les premiers échanges. Donc, on se fixe au moment de la rédaction du devis sur un budget au mètre carré qui donne une direction, une enveloppe prévisionnelle au projet. Et après, donc, comme disait Hélène tout à l'heure, on est très pédagogue et très alerte tout au fil de la construction du projet sur les éventuels dépassements de budget. Même nous, quand on construit le projet, évidemment, quand on a un budget plus petit ou plus gros, on ne va pas le construire de la même manière. On va tout de suite essayer de construire le projet en corrélation avec le budget prévisionnel. Mais finalement, le chiffrage vraiment du projet vient quand même plus tard, au moment des devis des entreprises, quand tout a été dessiné. C'est-à-dire on valide un plan, on valide un projet, on fait les chiffrages de ce projet et puis ensuite, c'est ce qu'on dit aux clients, on peut chiffrer même les idées les plus folles et puis les idées que eux ont rajouté au fur et à mesure du temps, de la conception. Et puis ensuite, il y a des arbitrages. Il faut juste accepter qu'à un moment donné, il y aura peut-être des arbitrages à faire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on déconstruit tout le projet. Si on est dans la bonne fourchette, on va enlever quelques éléments et le projet, on va garder l'essence du projet et ça va très bien se passer. Mais la concession n'est jamais facile en tant que client.
c'est normal, on a envie de tout avoir, et puis c'est toujours embêtant de payer très cher une démolition ou des éléments qui ne se voient pas, très techniques, mais malheureusement, voilà, on peut pas déroger à ça, et voilà, faut accepter qu'il y ait des petits arbitrages à faire. Mais ce qu'on leur dit toujours, c'est qu'on est là pour les accompagner, on n'est pas là à leur donner le devis, débrouillez-vous. Nous, on est là pour avoir un accompagnement complet, donc s'il y a un dépassement, le moins possible évidemment, on est là pour les aider à trouver les meilleurs arbitrages à faire et à trouver les éléments qui vont pas enlever à l'esthétique et à l'effet waouh du projet en fait. Donc on est évidemment là pour challenger aussi les entreprises et à trouver des solutions. Par exemple, on fait pas cette banquette sur mesure, on va prendre des caissons IKEA, mais ce qui va faire bien, c'est que le plateau il sera en marbre ou en voilà, et c'est ça qui va faire la beauté de l'élément. Donc on est là pour les aider vraiment à faire les bons choix sans dénaturer l'esthétique du projet. Et dans vos projets, vous livrez la coque / le sur-mesure, ou non, vous poussez jusqu'aux petits éléments de déco Nous, on adore aller jusqu'au bout. Ouais. On adore imaginer un projet global jusque dans le moindre détail. C'est les projets qu'on préfère. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, mais en général, quand même, les clients aiment avoir cet accompagnement jusqu'au bout pour avoir un appartement, enfin un lieu de vie cohérent et que tout soit harmonieux et aille bien ensemble. C'est vrai que si on s'arrêtait avant la déco, le projet serait beau, mais la déco finalise quand même. Ouais, c'est-à-dire, on est parti du plan, l'espace il est cool, ok, les matériaux sont beaux, mais c'est vraiment un tout finalement, un projet. Et ce qu'on retient d'ailleurs d'une photo, une belle photo d'intérieur, ça passe aussi beaucoup par la déco. Voilà, donc c'est vrai qu'avoir cet accompagnement total, nous, c'est ce qu'on privilégie. Et c'est essentiellement ce qu'on fait aujourd'hui quand même. On va même jusqu'à l'accompagnement dans les œuvres d'art et comme je disais, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire puisqu'on fusionne un peu les disciplines entre design, architecture et art, et donc ça c'est vraiment chouette. On aime bien aussi guider dans le choix des œuvres avec des galeries évidemment, mais les clients, ça c'est cool. C'est quoi le projet le plus ambitieux que vous avez eu, enfin le plus gros et à quoi il ressemblait Faites-nous voyager. Un des projets les plus ambitieux, je dirais, c'est Papote, parce que c'est un moulin qu'on a complètement rénové. C'est un superbe lieu qui est situé près de Beaune. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a dû imaginer des identités différentes pour chaque maison. C'est des maisons d'hôtes. Il y en a 4, plus un café. Et du coup, chacune a vraiment une identité propre et un nombre de personnes qu'elle peut accueillir propre. Et on a vraiment fait en fonction du lieu et de, évidemment, ce que voulaient aussi les clients. Mais on se rapprochait vraiment de l'hôtellerie, à trouver une identité pour chaque et une personnalité pour chaque maison. On a la petite maison qui est au bord de l'eau, qui est plus la maison de pêcheurs un peu nordique. On a la maison de ville plus japonaise. On a la maison pour 6 personnes qui est un peu plus cossue et plus feutrée. Et la grande maison de famille, plus d'inspiration hôtel des années 50 italienne. Et c'était hyper intéressant de conserver notre style général, évidemment, mais jouer avec des codes assez différents, les couleurs, les matières propres pour chaque maison. Et aussi le café, donc, où c'est un lieu en même temps boutique et café et lieu d'accueil. Donc, on a vraiment pu jouer avec l'architecture, faire des jeux de volume, d'escalier, de couleurs. C'était hyper intéressant même de marier le côté ancien et le twister avec des détails plus contemporains et des couleurs un peu plus osées. Donc ça, c'était un super projet sur lequel on a beaucoup aimé travailler. C'était un beau projet aussi dans le sens où... qui nous a un peu challengé, je dirais, parce que c'était aussi le premier projet en dehors de Paris. Donc évidemment, sur Paris, on a toutes nos habitudes avec nos entreprises, etc. On maîtrise beaucoup plus les coûts parce qu'on sait de quoi on parle. Là, c'était un lieu tellement différent. Mais encore une fois, la rencontre avec les clients a été tellement évidente qu'on savait qu'il fallait qu'on se lance et
On était, on savait qu'on pouvait imaginer quelque chose d'hyper chouette. Et comme tu disais, c'est vraiment une architecture totale. Et ce côté un peu hôtellerie, où on peut imaginer des concepts assez forts, ça, je trouve ça assez chouette parce que même si on a une identité forte qu'on essaye d'apposer dans tous les projets, même de particuliers, je trouve que sur quelque chose plus d'hôtellerie, il y a vraiment cette question d'identité, d'oser de la couleur, d'oser des matériaux qu'on n'ose pas difficilement plaçables des fois dans des projets particuliers. Et là, on pouvait vraiment se lâcher et ça, c'était vraiment très cool, je trouvais. Bah, c'est vrai que c'est ce qui est chouette avec le B2B, c'est que le concept architectural et décoratif, tu peux vraiment les pousser jusqu'au bout, quoi. C'est ça. L'intention derrière est différente. Et là, comment ça s'est passé? Ça émanait de vous ou des clients? Parce que du coup, vous avez fait un style pour chaque petite maison. C'est eux, ils vous ont dit on veut un style différent pour les maisons? C'est vous qui avez proposé? Oui, ils avaient une idée assez claire de ce qu'ils voulaient. Nous, on a poussé encore plus les différenciations, on va dire. Mais et c'est vrai, quand on est dans le lieu, on comprend qu'il y a vraiment des zones assez différentes et où on a envie de créer des petits univers différents. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, les clients qui viennent là-bas, ils essayent par exemple la maison pour 2 personnes en couple, mais ils sont très curieux de découvrir la maison pour 6 avec des amis ou pour 15 pour une réunion familiale. Donc il y a ce jeu un petit peu de « Ah, je reviendrai dans l'autre maison pour voir la déco et un peu le style différent ». Donc c'est vraiment chouette. Et là, ouais, comme tu dis, on a vraiment pu pousser le concept pour aller justement loin dans l'identité de chaque maison, même dans la déco, comme on disait, où on a pu vraiment aller jusqu'au bout. Et les concepts, du coup, donc tu disais, ça venait des clients. Par exemple, la maison pêcheur, ils vous ont dit on veut que ça fasse un peu maison de pêcheur nordique, et vous avez poussé le concept ou non? Non, encore une fois, on lisait un peu entre les lignes. Ils avaient des idées comme ça. Ils disaient aller au bord de l'eau, etc. Donc, il y a ce côté... je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on lisait entre les lignes de ce qu'ils voulaient et du coup, on a poussé vraiment le concept plus loin. En tout cas, ils avaient une ligne directrice assez forte, mais ils nous ont donné carte blanche parce qu'ils étaient fans de Eju depuis très longtemps. Okay. Et clairement, c'est encore une fois hyper confortable d'être dans ces situations-là, mais du coup, on avait une liberté créative qui était assez dingue, tout en ayant des briefs assez précis pour chaque espace, je pense. Et puis, on s'est tellement bien entendu que maintenant, on est vraiment amis, etc. Donc, vraiment, on est... Et c'est un projet qui n'est pas terminé, je pense. Il y a plein d'autres choses qui... Il y a tellement d'espace dans ce lieu qui est magnifique que oui, il y a encore plein de choses à imaginer. D'accord, ok. Et c'est quoi la plus grosse erreur, entre guillemets, que vous ayez pu faire sur toute votre expérience peu importe qu'elle touche à un projet ou à un aspect plus business. Voilà. Si c'était à refaire... De toute façon, il y a toujours, on fait plein de petites erreurs ici et là. Hein. C'est jamais facile comme métier, notamment sur la partie chantier. Donc là, il y a quelque chose qui me vient en tête où on essaye de plus faire cette erreur, où on avait testé une nouvelle entreprise en fait qu'on ne connaissait pas pour un petit chantier, parce qu'on se disait bon, c'est un petit chantier, on peut tester une nouvelle entreprise, mais avec qui finalement on n'avait pas de garantie. Hein, plus que ça, on avait via les réseaux, on avait l'impression que ça pouvait matcher. Et finalement, c'est une entreprise qui a été ultra compliquée à gérer, qui était même pas ingérable, mais presque. C'est-à-dire que nous, notre rôle en tant qu'archi dans les chantiers, c'est quand même de cadrer un chantier, d'être là pour tenir les délais, etc. Et là, il nous a mis dans une position très inconfortable au point que, à la fin, on n'est pas allé jusqu'aux avocats, heureusement, mais pas si loin que ça. Je sais, pour en parler avec d'autres archis, c'est déjà arrivé aussi à des confrères. Donc, ça, c'est des situations hyper inconfortables et où on se dit, mince, en fait, on essaye de faire... de faire évoluer nos habitudes de travail avec d'autres entreprises, etc. Mais en fait, ça nous met énormément, nous, en porte-à-faux en tant qu'archi. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est hyper vigilant par rapport à ça parce que des situations comme ça, on n'en veut pas 2 fois. Parce qu'à la fin, on veut encore une fois que le client soit content et être dans un côté procédurier à la fin. Et puis, ça a duré des mois et des mois. Puis c'est des moments de stress qu'on n'aime pas gérer, en fait, en tant qu'entreprise, en tant que... Voilà, on a envie de faire des beaux espaces, que la finalité soit belle et que tout le monde soit content et pas l'inverse. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. On a dû terminer le chantier avec une autre entreprise qu'on connaissait mieux. Oui, c'est ça. On a dû arrêter avec cette autre entreprise parce qu'ils voulaient même plus continuer. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, on a dû terminer avec une autre entreprise. Heureusement, on a une vraie relation de confiance et d'entraide avec nos
nos entreprises habituelles, mais qui n'étaient pas disponibles parce qu'on leur donne trop de projets au moment où on avait ce petit studio. Mais du coup, pour terminer le chantier, on a dû les rappeler pour leur dire il faut que vous nous aidiez sur ce côté-là parce qu'on va pas s'en sortir, quoi. Et comment vous faites du coup maintenant pour éviter ça? Vous travaillez tout le temps avec les mêmes artisans ou alors vous vous renseignez plus, je sais pas. Où on prévient le client, on a quand par exemple c'est en dehors de Paris où on est moins dans notre zone de confort, on prévient le client. Bon, par contre, là c'est pas des ouvriers qu'on connaît, donc on n'est pas sûr à 100% qu'ils tiennent les délais comme ils le disent, donc attention, on les prévient. Et sinon, oui, on fait appel... Dans l'idéal, on préfère travailler avec nos entreprises pour plein de raisons, et ça, on l'explique dès le début à nos clients. C'est-à-dire qu'on a des habitudes de travail, on leur fait confiance. Si y a un problème à gérer, on sait qu'ils seront là pour le gérer parce que il y a un côté entraide et puis qui est très fort. Donc, nous, aujourd'hui, c'est sûr que travailler avec nos entreprises, c'est un confort qui est bien plus grand, et puis tout le monde en bénéficie, c'est-à-dire les délais, c'est plus facile de les respecter, les détails, on maîtrise beaucoup plus d'aspects, en fait. Après, l'autre cas de figure, ça pourrait être un client qui connaît très bien une entreprise, qui a travaillé déjà avec cette entreprise plusieurs fois, donc a une vraie confiance en cette entreprise, et on peut être ouvert, mais on prend quand même, je pense, plus de temps à... on va dire avoir des garanties, on va le rencontrer, lui expliquer le projet. Si on sent qu'il y a des détails qu'il ne comprend pas ou qu'on le challenge trop sur des choses, on va alerter le client, dire attention, je pense qu'en fait, je suis pas sûr que l'entreprise elle va être apte à faire ci ou ça. Parce qu'encore une fois, on veut éviter ce genre de problème qui gâche un peu tout le plaisir d'un chantier. Quand ça se passe mal, c'est jamais très agréable. Et comment vous avez trouvé ceux avec qui vous travaillez? C'est quoi le réseau ou alors vous les avez rencontrés par pur hasard? On a eu beaucoup de chance, je pense, à nos débuts. On s'en rend compte de plus en plus avec les années qui passent, parce que pour notre premier projet, c'était pour une boutique du coup avec des petits hauts, et donc c'était eux qui connaissaient des entreprises. Donc on nous a un peu imposé entre guillemets, mais finalement c'était des gens tellement gentils, tellement... même pour notre premier chantier, nous, on avait un peu cette appréhension aussi de savoir la relation avec les ouvriers, etc. Et en fait, ils étaient d'une gentillesse extrême. Et aujourd'hui encore, on travaille avec eux et on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance. Et même pour le projet ensuite suivant, c'était la cliente qui connaissait des entreprises, puis l'entreprise qui connaissait un menuisier. En fait, tout ce réseau-là du début de nos 2 premiers projets, on les a gardés. On est aussi très fidèles quand ça se passe bien. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et je trouve qu'on a eu de la chance quand même pour nos débuts. Oui, c'est vrai. Mais les entreprises, on a vraiment un lien, on est vraiment très attachés à eux, à tel point qu'on les avait invités à notre mariage. On développe vraiment des liens très forts parce que sans eux, on ne pourrait pas réaliser nos idées. Et eux, c'est aussi des entreprises qui aiment les challenges et qui aiment créer des choses nouvelles, etc. Donc, on se rejoint beaucoup là-dessus. Et maintenant, on a des liens très forts avec eux. Ouais, de toute façon, il y a un facteur chance qui est primordial, puisque c'est des rencontres que tu fais par hasard et quand ils sont bien... C'est tant mieux. C'est tant mieux, ouais. Ok. Et aujourd'hui, vous avez une communauté qui est quand même très forte. Sur Insta, vous avez 127 000 abonnés. Je fais mes devoirs. Comment vous avez fait pour construire une communauté aussi grande On n'a pas trop réfléchi à la question. Je pense qu'on a commencé Instagram aussi à l'époque des blogs, où il y avait cet esprit de communauté et de... on se dévoilait beaucoup et on a gardé en fait ce côté très proche et sincère de notre communauté. Et on n'essaye pas de se starifier ou d'être des gens qu'on n'est pas, parce qu'on est assez timide et humble. On préfère... être mis en avant par rapport à notre travail plutôt que par nous-mêmes. On se starifie pas trop, alors que d'autres le font. Nous, c'est pas trop notre personnalité. Je pense que les gens, ils viennent sur notre compte plus pour rechercher de l'inspiration, tout simplement, et pas avoir tous les à côté de notre vie.
Et je pense aussi on a commencé Instagram à un moment où, enfin, c'était quand même les débuts d'Instagram. On n'a pas été au tout début, mais je pense qu'aujourd'hui, commencer un compte Instagram de nos jours est bien plus compliqué qu'à l'époque. Je pense que il y avait beaucoup moins d'algorithmes, etc. Et c'est vrai qu'on a rapidement pu, via la communauté déjà qu'on avait par rapport au blog, grossir assez rapidement. Et en tant qu'archi, je pense qu'on était présent assez tôt finalement sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui est essentiel évidemment pour notre métier. Oui, parce que justement, c'est ce que j'avais demandé. Dans quelle mesure Instagram impacte votre activité Pour nous, on est sûr les clients nous trouvent sur Instagram à 90%. La plupart, quand on leur demande de comment ils nous connaissent, ils répondent via les réseaux, via Instagram, via Pinterest un petit peu aussi. Mais c'est beaucoup comme ça, un petit peu la presse papier aussi. Mais comme on a un style assez particulier, en fait, le bouche à oreille fonctionne un petit peu, mais en général, il faut vraiment aimer notre style pour vouloir passer par nous. Donc, c'est pas forcément par des connaissances ou des amis ou des choses comme ça qu'on a les projets. Et c'est vous qui gérez votre page Oui, c'est nous. Okay. Ce qui est très chronophage. Ouais. C'est vrai qu'à nos débuts, ça allait. Aujourd'hui, c'est une vraie question qu'on se pose aussi. Enfin, on aime maîtriser le plus possible tous les aspects qui est lié à la boîte. Mais c'est vrai que... et donc, la communication en fait partie. Mais c'est quelque chose de très prenant. C'est presque un métier à part entière, qu'on se le dise, évidemment. Et c'est pas facile de tenir le rythme entre tous les chantiers. Finalement, la priorité au quotidien, ça reste un chantier, ça reste les réunions clients, ça reste tous les problèmes ou les choses à gérer du quotidien. Donc, c'est vrai que les réseaux, malgré le fait qu'on soit avec beaucoup d'abonnés, on court toujours après le temps pour essayer de mettre du contenu, de faire vivre la page Insta. C'est pas évident. Ouais, les réseaux, puis c'est intransigeant aujourd'hui. Comme tu disais, les algos, si tu publies pas régulièrement... Des fois, c'est pas déprimant, mais parfois, c'est pas facile parce qu'encore une fois, à nos débuts, les photos qui marchaient, c'était monnaie courante. Aujourd'hui, une photo qui marche, il faut que ça réponde à tous les critères, que ça soit posté au bon moment, que la photo plaise. Enfin, ça peut être parfois frustrant parce qu'on sent... Nous qui sommes là depuis un petit moment sur les réseaux, que le taux d'engagement a clairement baissé. On a certes 127 000 abonnés, mais on se rend compte que sur les posts, il y a quand même moins cette synergie. Enfin, je trouve qu'il y avait un moment donné où... Donc, faut vivre... Oui, c'est ça, on parle comme des vieux. C'est ça, non, mais c'est ça, ouais. Non, on regrette pas les débuts d'Instagram, c'est juste qu'il faut évoluer. C'est vrai que ça demande encore plus de temps, je trouve. C'est ça le vrai problème. Ouais, puis justement, quand tu as 90% de ta clientèle qui vient de ce réseau-là, c'est d'autant plus dur parce que tu as une pression supplémentaire en te disant si je ne fais pas vivre le réseau, comment je trouve mes clients Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est dur d'avoir sa boîte. Ouais, en général. Pour le coup, c'est clair. Et si jamais, sur votre parcours, s'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment, ça serait quoi ? On en parlait l'autre jour et on se disait que on est content d'avoir monté notre boîte quand on était jeune et insouciant parce qu'on ne se posait pas trop de questions. C'est vrai que c'était peut-être moins compliqué aussi sur Instagram, etc., de se faire connaître. Et on n'avait pas d'enfants aussi. Et c'est vrai que on l'a monté vraiment de manière naturelle, sans trop se poser de questions. Et je pense que maintenant, on voudrait le faire. On se poserait beaucoup plus de questions et on aurait plus peur de qu'est-ce que ça donne, alors que là, on était jeunes et insouciants, donc je suis contente qu'on l'ait fait. Je sais pas si on aurait fait quelque chose de différemment. Non, du coup, je suis contente qu'on ait fait ça comme ça. Ouais, non, à son, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Ça s'est fait comme ça. Nous, encore une fois, on est hyper content de la manière dont ça s'est fait, en fait. Ça s'est construit naturellement. On n'a jamais pris des risques inconsidérés, ce qui est quand même un confort aussi. Enfin, le bouche à oreille a fonctionné, les réseaux, on a accédé... Enfin voilà, on est parti de pas grand-chose parce qu'on connaissait encore une fois personne dans le milieu. Aujourd'hui, on en est là. On essaye d'être fiers de ça aussi parce que c'est toujours dur de prendre du recul sur tout ça. Mais moi, je changerais pas grand-chose. Je suis très content du parcours et de là où on en est.
Mais c'est bien, c'est important. Moi, Ouais. je trouve, c'est On a eu de la chance. Ouais. Et comment votre travail a évolué au fur et à mesure des années Vous faites des collabs, par exemple Oui, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de s'orienter aussi vers le design. On aime bien cette échelle-là parce que c'est d'autres contraintes que l'archi d'intérieur, mais on se sent très libre et créatif dans cette échelle-là. Et ça permet de faire des rencontres aussi avec d'autres marques qui partagent nos valeurs esthétiques, évidemment. Et c'est hyper enrichissant de découvrir un autre monde. Et on fait à la fois des collaborations avec des galeries où on travaille avec des artisans, des artistes, où le savoir-faire et la beauté de la chose faite à la main, l'intelligence de la main. Je me souviens, notre prof nous parlait toujours de ça, mais c'est vraiment ça. On voit la beauté des choses faites à la main et à la fois avec des marques qui font en grande distribution, enfin voilà, avec des grosses productions, et c'est d'autres contraintes. Donc c'est hyper intéressant aussi de découvrir ce monde-là qui est complètement différent de l'archi. Nous, on est un peu touche à tout. On a toujours bien aimé faire différentes choses et découvrir différents domaines. Donc ouais, on aime bien que ce soit varié. Et comment s'est passée la première collaboration? C'est la marque qui est venue vous chercher en vous disant on a un besoin, on aime ce que vous faites. C'était quoi la toute première collaboration? Enfin, c'est dur de dire, mais Je sais plus, mais oui, en général, c'est quand même plutôt la marque qui vient à nous parce qu'elles ont. Moi, je pense à la collaboration notamment avec Ressources, qui était une collaboration, enfin qu'on a adoré faire parce que c'était quelque chose presque d'inespéré pour nous qu'une marque comme Ressources, quand même assez historique, vienne à nous. Et c'était un rêve aussi de créer des couleurs, de travailler sur un nuancier. Et oui, ils sont venus à nous parce qu'ils avaient une recherche spécifique par rapport à une gamme de couleurs qu'ils voulaient sortir avec des teintes assez naturelles, assez neutres, pastel, etc. Et donc, ils ont pensé à nous naturellement. Et c'était hyper gratifiant. Et puis en plus, la collaboration s'est extrêmement bien passée. On est même allé au-delà de ce qui était prévu sur le cahier des charges en termes de nombre de couleurs, etc. Et ça reste un très, très bon souvenir. Après, en général, les collaborations, c'est quand même, comme pour les clients, comme pour les projets, c'est des rencontres et c'est de l'humain. Des fois, on va avoir des collaborations avec des gens qu'on connaît depuis un petit moment, puis on se dit ce serait peut-être chouette de faire ça, de sortir un produit ensemble, etc. Et puis des fois, c'est des marques plus grosses qui viennent à nous avec un besoin spécifique, et on trouve ça aussi hyper enrichissant de travailler sur toutes ces différentes typologies de collab, plus ou moins avec des grosses marques. Enfin, c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qui nous anime. Et vous avez une ambition de vraiment devenir designer, ou c'est vraiment quelque chose en plus de votre métier Si, c'est un rêve quand même de sortir notre collection Eju. C'est toujours dans un coin de notre tête et on aimerait vraiment que ça voit le jour un jour. Et oui, il faut vraiment. Le problème pour nous, c'est toujours le temps de s'y pencher, de trouver vraiment le temps. Et on est perfectionniste, alors on veut vraiment bien la penser et que tout soit parfait. Donc c'est pour ça que ça met du temps. Mais oui, on aimerait vraiment un jour avoir la collection Eju en notre nom. Hâte de la voir naître. Et sinon, toujours dans cette idée de faire toujours des nouveaux projets, etc., on a surtout une grosse actualité. Enfin, c'était la sortie du livre, qui était aussi dans un coin de nos têtes, je pense, depuis un petit moment, qui a pu se concrétiser avec la maison d'édition Hachette. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Minimalisme poétique, donc, qui est un peu le résumé, ce qui résume un peu notre travail. Voilà. Et du coup, l'idée de ce livre, c'était d'expliquer un peu la genèse de nos projets, de raconter un peu comment on construit un projet, notre vision assez personnelle aussi de l'architecture. L'idée, c'est pas de faire un livre sur faut faire ci ou ça avec des conseils très ciblés et arrêtés. C'est vraiment partager notre vision très personnelle des espaces concrets. C'est un livre d'inspiration aussi, et où on plonge vraiment dans notre univers et
on explique, oui, quels sont les éléments auxquels on fait attention et qu'est-ce qu'on repère dans un espace, qu'est-ce qu'on travaille. Voilà, il y a différentes parties avec la couleur, les matériaux, jusque dans le détail et la décoration. Voilà, toutes les choses auxquelles on prête attention et sur lesquelles on travaille dans un projet. Donc c'est un livre à la fois inspiration et à la fois conseil. Oui, on voulait qu'il y ait du fond, que ce soit un beau livre, mais en même temps qu'il y ait du fond et qu'il y ait des choses intéressantes à découvrir et à raconter. Et comment ça vous est venu? C'est un projet que vous avez toujours eu ou non, une opportunité? C'était un peu les deux. C'est-à-dire, on a déjà fait un livre j'ai l'impression que c'était une autre vie, mais à l'époque du blog, voilà, où on faisait du do it yourself et ça finalisait un peu ça a un peu clos ce chapitre-là. Et après, quand on est parlé, on s'était dit s'il devait y avoir un autre livre un jour, ça sera sur notre travail, plus d'architecture. Donc c'était un peu dans un coin de notre tête, mais très loin à un moment donné. On ne pensait pas que ça allait arriver maintenant. Et Hachette nous a recontactés, avec qui on avait aussi déjà sorti ce livre. Et c'est comme ça que l'idée est née. On leur a proposé on leur a présenté le projet et ils ont beaucoup aimé. Donc ça s'est construit comme ça. Ouais, super. Ouais, c'est un beau projet. Et puis les personnes sont assez friandes de ça, de conseils, d'inspi, que ce soit des personnes du côté, qui sont pas du métier ou d'autres qui sont du métier. Quoi. Bien sûr, c'est vrai que sur les réseaux, les gens sont toujours très curieux de savoir quel matériau on utilise. On nous demande aussi beaucoup de conseils ou de questions, parfois en message privé. Et on peut pas répondre à tout. C'est aussi encore une fois très chronophage. Donc c'est vrai que c'était un peu l'idée d'avoir à la fois un bel objet, parce que je trouve que c'est toujours sympa. On est tellement toujours sur les réseaux, Insta, où c'est pas palpable, qu'avoir quelque chose en version papier, c'est quand même toujours chouette. Et avoir ce contenu aussi un peu plus didactique, avec quand même des conseils. Il y a vraiment des conseils, notre vision un peu des choses, je pense, qui complètent un peu ce qu'on peut raconter au quotidien sur les réseaux. Les gens vont découvrir un peu les coulisses des projets, comment ils se sont construits, et découvrir des nouveaux projets aussi. Exclusifs pour le livre. Trop bien, hâte. En plus, je trouve c'est vrai qu'un beau livre, tu as envie de le mettre dans ta bibliothèque, de l'exposer. C'est ça. Comme dit notre éditrice, c'est un coffee table book. C'est-à-dire que tu le poses sur ta table basse pour que ce soit joli. Mais il n'est pas que beau, il faut aussi... Voilà, on espère que ça... Bah écoute, hâte de le mettre sur ma table de chevet. Il sort le 6 novembre. Donc, il sera sorti. Il sera sorti quand c'est la sortie du podcast, ouais. Ok. Et si vous aviez un gros conseil à partager aux personnes qui nous regardent, qui sont soit déjà dans le métier ou qui s'y intéressent ou qui se lancent, ce serait quoi pour vous vraiment pour nous, c'est vraiment d'être soi-même et de développer un style qui nous est propre. Vraiment, parce que c'est ça qui nous fait vibrer au quotidien. Quand on est créatif, on met beaucoup de soi dans les projets, donc pas essayer de copier ou de faire comme quelqu'un d'autre, mais vraiment de développer son propre style et accepter, comme on disait, que ça prend du temps d'être reconnu et accepté, et que les gens aiment son style, mais ça prend du temps, mais voilà, il faut suivre sa voie. Oui, et puis de toute façon, je trouve que quand on copie, ça se voit vite. En fait, t'as beau copier, la personne dont tu t'inspires, ou même que tu copies, elle a toujours une longueur d'avance. Donc finalement, l'écart, il est toujours creusé, en fait. Ok, super. Merci en tout cas à tous les deux pour tous ces conseils, partage d'expérience. Si jamais on veut vous retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on vous cherche? Alors, on a le compte Insta Eju Studio sur Instagram, Facebook et LinkedIn aussi. Et puis ensuite sur notre site internet eju.fr, où on a tout, qui résume toutes les collaborations passées et puis tous les projets aussi, et qui permet aussi de nous contacter pour un nouveau projet. Voilà. Super. En tout cas, de toute façon, ils seront tagués sous la vidéo. C'est parfait. On vous trouvera. Super. Encore merci à tous les deux. Merci à toi. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain épisode.